S, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance de vidéo. Alors, séance dans laquelle on va traiter le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, qui est le chapitre 6, programme de terminal S. Alors, pour rappel, ce n'est pas comme un cours qu'on aurait déroulé en classe dans les mêmes conditions. Non, ici, nous avons une contrainte de temps, vu que les vidéos ne peuvent pas être très longues. Mais n'empêche, on va essayer d'être le plus explicite possible, alors au vu d'une meilleure compréhension. Voilà, merci. Alors, pour bien démarrer ce chapitre, ici on va d'abord commencer par un concept qui est nouveau, qu'on appelle le produit vectoriel. Donc on va voir le produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel, ici, soit deux vecteurs U et V, on appelle le produit vectoriel de U et V, le vecteur noté W tel que W vecteur est égal à U vecteur vectoriel V vecteur. Alors là, on lit vectoriel, c'est ça qu'on lit vectoriel. Comme on a vu avec le produit scalaire, là, on lit vectoriel. C'est ça le produit vectoriel, tout simplement. On ne va pas trop entrer dans les détails. Donc là, c'est ça qu'on a pour le produit vectoriel de U et V. Alors, c'est moi qui ai pris U, V et W. J'ai choisi ces vecteurs-là. Quelqu'un d'autre pourrait choisir des vecteurs A, B, C, ou bien V1, V2, V3. Donc, c'est la même chose. Alors, on va rapidement voir les caractéristiques du vecteur V, du vecteur W ici. Donc, caractéristiques du vecteur W. Alors, les caractéristiques du vecteur W. Alors, d'abord, origine au point d'application. Alors, c'est l'origine commune. Aux deux autres vecteurs, quoi. C'est-à-dire A, V et U. La direction, c'est la perpendiculaire. La droite qui est perpendiculaire au plan défini par U et V. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que V et W est orthogonal à U. Ça veut dire quoi? Tout simplement que W est orthogonal à V et aussi W est orthogonal à U. Donc W est perpendiculaire au plan formé par U et V. Alors le sens maintenant, le sens de W est tel que, donc il est tel que U, V et W forment ce qu'on appelle un trièdre direct. On y reviendra tout de suite. Un trièdre direct. Maintenant, la norme, on termine par la norme. La norme de W est égale à la norme de V, norme de tempérament U, multiplié par la norme de V, multiplié par le sinus de l'angle formé par U et V. Alors, comme la norme est positive, donc on va appeler ici la U, vu que le sinus est algébrique. Donc c'est ça la norme. Alors, maintenant on revient un peu sur le sens de W. Alors ici, pour la détermination du sens de W, on peut aussi utiliser la règle de la main droite. Dans cette règle de la main droite, pour la détermination du sens du vecteur W, alors on utilise les trois doigts de la main droite. Alors,
ici, chaque doigt, ces doigts choisis, chaque doigt indique un vecteur bien déterminé, le sens d'un vecteur bien déterminé. Alors, W ici, c'est le pouce écarté des autres doigts indique W. Alors, l'index, c'est le vecteur U et le vecteur V, c'est le majeur ici. Alors, on va voir cette configuration sous un autre angle. Par exemple, voilà. Alors ici, on a le vecteur W qui est là, U et V. Maintenant, lorsqu'on tourne un peu notre doigt, nos doigts, c'est-à-dire sur le plan horizontal, on peut faire tourner le vecteur U et V en maintenant W constant. C'est ce qu'on aura ici. De même ici, lorsqu'on fait une rotation, on peut obtenir cette configuration aussi. Donc, il faut bien retenir que ce sont des vecteurs qui vont former à chaque fois, qui vont être orthogonaux entre eux, quelle que soit leur configuration. Donc ici, si nous prenons ce cas, ici on sait que le vecteur K est égal à I vectoriel J. C'est la même chose que là-bas. Donc ça veut dire quoi? I, J et K forment un trièdre direct. Forment un trièdre direct. Ils sont constamment perpendiculaires et orthogonaux entre eux, autant pour moi. Un trièdre direct. Ils sont constamment perpendiculaires et orthogonaux entre eux, autant pour moi. Un trièdre direct. Voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on revienne un peu sur ce cas. Là, on a l'habitude de voir cette configuration dans les repères. Alors, c'est ce qui donne une autre vue ici. Mais le vecteur I, cette fois-ci, le vecteur I, il pointe vers nous. Donc, c'est ça qu'on appelle sortant et on représente ça par un point. Un cercle dans lequel on met un point, c'est ça qu'on appelle sortant. Alors, maintenant, le vecteur I ici pointe à l'intérieur. Ici, c'est à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on appelle rentrant. On représente ça par un cercle avec une croix dessus. C'est ça qu'on appelle rentrant. Donc, ici, I est sortant. C'est le vecteur I qui est sortant. Ici, le vecteur I est rentrant. Donc, ces concepts de sortant et rentrant nous seront d'une grande utilité lorsqu'on commencera ce chapitre, parce que nous sommes jusqu'à présent dans les rappels qui sont importants. Voilà. Après avoir vu le produit vectoriel et la règle de la main droite et les règles d'orientation autour là, donc alors, on va maintenant entrer dans le but du sujet. Donc nous allons voir en tant que telle la force de Lorentz. Donc force de Lorentz. Donc grand 1, force de Lorentz. Force de Lorentz. C'est ça qu'on appelle force magnétique aussi. Donc on va d'abord voir l'expression de cette force. Expression de cette force, de la force de Lorentz. De la force de Lorentz. Alors ici, on a une particule de charge Q. Cette particule est en mouvement dans un champ magnétique. Donc c'est une particule de charge Q animée d'une vitesse V dans un champ magnétique uniforme B. Alors, cette particule est soumise à la force magnétique
dite force de Lorentz, dont l'expression est Fm égale QV vectoriel B. Donc, on avait vu le produit vectoriel. Alors, on va utiliser cette source sur YouTube pour mieux expliciter cela. Alors, ici, nous sommes dans un champ magnétique. Vous voyez bien ici les lignes de champ qui sont des traits qui sont horizontaux là. Là, c'est le sens du vecteur champ magnétique. Il est là bien défini. Alors, la particule la particule est là, elle entre dans le champ. Donc, la particule est animée d'une certaine vitesse dans le champ. Donc, ici, nous voyons que le vecteur vitesse V de la particule et le champ magnétique B sont ici collinéaires et de même sens. Donc, l'angle que forment V et le vecteur B vaut 0. Comme le produit vectoriel Fm égale QV vectoriel B, donc ici on aura quoi? On aura 0 ou bien vecteur nul. Pourquoi? Parce que c'est le sinus de l'angle qui vaut 0. Donc l'intensité de cette force-là, elle est nulle. La norme qui vaut 0 ici. Donc F égale quoi? Q, V, B multiplié sinus 0 est égal à 0. Donc il n'y a pas de force magnétique. Autrement dit, le mouvement de la particule n'est pas influencé par la présence du champ magnétique B lorsque V est collinéaire à B. Alors, il en est de même lorsque le sens du déplacement de la particule V s'oppose à celui de B. Donc la particule se déplace dans ce sens, dans le sens opposé au sens du champ magnétique. Donc l'angle formé aussi ici vaut 180 parce que la particule est là. L'angle formé par le vecteur B, qui est là, et le vecteur V, cet angle-là vaut 180. Alors, ici la particule se déplace dans ce sens qui est opposé au sens du champ magnétique. Donc l'angle formé c'est 180 degrés autant pour moi. Donc la force magnétique aussi vaut 0 la force de Lorentz puisque c'est Q, V, B multiplié par le sinus de 180 degrés qui est égal à 0. Donc le mouvement de la particule n'est pas influencé par la présence du champ magnétique. Alors, en résumé, si V est collinéaire au vecteur B, donc le mouvement de la particule n'est pas influencé par le champ magnétique B. Donc, que V soit collé parallèle ou bien antiparallèle avec B. Alors ici, on a une autre configuration dans laquelle le champ magnétique est orthogonal au vecteur B. Regardez bien la règle de la main droite. Voilà, c'est clair, l'index. On va revenir sur ça tout de suite. Donc ici, la force est effet centripète. Oui.
voyez F est chaque fois dirigé vers le centre centripète. d'FM. Bon, origine, comme on a vu tout à l'heure, hein. Origine, c'est la particule elle-même qui est supposée ponctuelle. La direction, c'est la perpendiculaire au plan formé par V et B. Pourquoi? Parce que FM est orthogonal à V et FM aussi est aussi orthogonal à B. Donc FM est orthogonal au plan formé par V et B. Donc la norme de FM est égale à la valeur absolue de Q multiplié par V multiplié par B, valeur absolue de sinus de QVB. Parce que Q peut être négatif, alors que comme une norme doit être positive, il faut prendre la valeur absolue ici. De même que pour le sinus. Alors ici, le sens QV, B et FM forment un trièdre direct. Attention, il ne faut pas prendre V ici, c'est QV, les deux. Alors, le sens aussi peut être donné par la règle de la main. Règle de la main droite, hein? La règle de la main. La règle de la main droite peut aussi donner le sens. La règle de la main droite. À partir. Donc, ici, il y a 3 vecteurs. Donc, il suffit de connaître les deux pour en déduire le troisième. Ici, FM et maintenant, ces vecteurs seront fixes. Hein. Désormais, on va travailler avec ça jusqu'à la fin de ce chapitre. C'est-à-dire, tout le temps maintenant, il faut prendre le pouce comme étant représenté par la force magnétique, QV par l'index et le majeur écarté va indiquer le sens de B. Alors, faites bien attention ici. C'est le sens de QV qui nous intéresse. Parce que on peut avoir deux cas si Q est positif et si Q est positif, autant pour moi, et si Q est négatif. Donc, si Q est positif, QV et V sont les mêmes sens. Si Q est négatif, QV et V sont le sens opposé. On verra ça. Alors ici, par exemple, par exemple, ici, on peut avoir une particule qui pénètre dans un champ, ici. Qui pénètre, la particule a une vitesse V, qui pénètre dans un champ qui est sortant, par exemple, le champ B. Donc, je peux prendre le champ B ici, qui est sortant, B. Alors, en utilisant la règle de la main droite, B pointe vers l'intérieur, le vecteur vitesse V est là. Donc, il faut d'abord chercher QV. Donc, QV et V sont des mêmes sens puisque Q est positif. Donc, connaissant le sens de QV et celui du vecteur champ magnétique B qui est sortant, donc on a déduit que la force magnétique est dirigée vers le bas ici. La force magnétique. Alors, c'est maintenant la particule de charge. On a une particule de charge Q qui est négative. Toujours dans la même configuration, on a la particule animée d'une vitesse V qui pénètre dans le champ, dans le même champ. B, champ magnétique B. Je vais représenter ici le champ magnétique B qui est là. Donc, maintenant, il va falloir trouver, il faut d'abord trouver le sens de QV. Le sens de QV est opposé à celui de V. Donc, le sens de QV est dans ce sens. Là, c'est le sens de QV. Pourquoi? Parce que Q est négatif. Donc, V et QV sont le sens opposé.
parce que Q est négatif. Mais si Q est positif, V et QV sont des mêmes sens. Sont des mêmes sens. Donc là, Q est positif, QV et V sont des mêmes sens, mais lorsque Q est négatif, V et QV sont de sens opposé. Donc ici, en utilisant la règle de la main droite, donc le champ magnétique B pointe vers nous. Donc ici, la force magnétique est dirigée vers le haut. Voilà FR. Alors maintenant, on a une petite application ici dans laquelle on a plusieurs cas de figure et l'on demande de trouver le sens de la force magnétique Fm pour chacun de ces cas. Donc là, c'est le vecteur vitesse. O est le point d'entrée de l'espace-champ. L'espace-champ est là. Donc le champ magnétique B ici est sortant. Le vecteur vitesse est là. Donc, mais ici, la particule en question, ce sont des ions Na+. Donc, vous pouvez faire peut-être des pauses sur effectuer des pauses sur la vidéo pour essayer de trouver vous-même le sens de F avant qu'on fasse la correction, si vous voulez bien. Donc, d'abord ici, il faut qu'on détermine la charge Q. Pour les ions Na+, la charge Q est égale à E. Donc, pourquoi? Parce que c'est la charge Q égale NE, donc comme NE est égal à 1, donc la charge Q est égale à E, tout simplement. Donc, ici, on voit que la charge est positive. Donc, QV et V sont des mêmes sens. Donc, QV et V sont des mêmes sens. Donc, QV est là. Je vais mettre QV. Donc, QV est là. Donc, QV et V sont dans le même sens puisque Q est positif. Q est positive. Donc là, il est préférable de mettre Q égale N, c'est mieux. Alors ici, je vais mettre Q égale E. Q égale E. Voilà. Alors ici, QV est comme ça. B est sortant, donc la force magnétique c'est vers le bas. Fm est là. Donc, on a utilisé la règle des trois doigts de la main droite. Alors, dans le deuxième cas de figure, alors, on connaît V, mais ici, c'est un ion O2-. Donc, comme la charge du Q est égale à NE, donc Q égale quoi? Moins 2E. Donc, Q est négative. Alors, comme Q est négative, V et QV sont de sens opposé. Donc, V et QV sont de sens opposé. Donc, QV est là. Alors, mais attention, ici, V est bien rentrant. Donc, Fm est dirigé aussi vers le bas. Et perpendiculaire aussi. Et que orthogonal à QV. Donc, Fm est là. Voilà. Alors, pour le troisième cas, c'est ici, on a des protons, bien un proton. Donc, la charge de Q aussi est égale à E. Voilà. Quelquefois, vous entendez dans les exercices, on fait ce mot homocinétique, autant pour moi. Donc, on fait deux protons, donc Q est égal à E. La charge d'un proton, Q est égal à E. Donc, ici, le champ magnétique B est sortant. Donc, V est là. C'est ici le point O et le point d'entrée du champ. Donc, QV et V sont de même sens puisque Q est positif. Donc, QV et V sont de même sens. Donc, QV, c'est dans ce sens-là. QV aussi. Et V sont de même sens. Alors, donc, en utilisant la règle des trois droits de la main droite, donc, on voit rapidement que je vais déplacer QV un peu. En connaissance du QV, je vais mettre ça ici.
Donc là, FM est dirigé vers ce sens-là. Voilà. Ici, on a le sens de FM. Et maintenant, pour le dernier cas, ici, on a un électron. Donc, Q est égal à moins E. La charge est négative. Donc, QV et V sont le sens opposé. Et collinaire, bien sûr. Donc, là, c'est QV. Alors, connaissant le sens de QV et... Donc, ici, nous verrons nettement que B est sortant. Donc, FM est dans ce sens. Voilà. Souvent, ce sont juste des exemples pour nous montrer, qui nous permettent de comprendre le sens d'orientation et de représentation de la force magnétique. Voilà. Alors, grand 2, étude du mouvement d'une particule dans un champ magnétique uniforme. Alors, soit une particule de charge Q positive qui pénètre dans un champ magnétique uniforme B avec une vitesse V, telle que V est orthogonale au champ magnétique B. Donc voilà, là c'est un espace où il y a un champ magnétique. Alors c'est notre espace en couleur ici, tout cet espace-là. Donc la particule entre dans le champ au point O avec une vitesse ou bien un vecteur de vitesse V. On avait vu que la force de Lorentz, on avait vu qu'une particule animée d'une vitesse V traversant un espace où règne un champ magnétique B, tel que le vecteur de vitesse de la particule soit orthogonal à V. Donc, la particule allait subir une force dite force de Lorentz, telle que Fm égale QV vectoriel B, et dont l'orientation est donnée par la règle de la main droite ou bien par la règle des 3 doigts. Comme V est là, donc Q est positif, donc QV et V sont dans le même sens. Et du coup, en utilisant la règle de la main droite, B est sortant, QV est comme ça, horizontal collinaire à V. Donc, la force de Lorentz, la force magnétique de Lorentz est dirigée vers le bas. Voilà FM, la représentation d'FM. Alors, maintenant, intéressons-nous au mouvement de la particule dans le champ. D'abord, montrons que le mouvement est plan. Dans ce cas, on va faire une étude dynamique. Étude dynamique. Alors, système, particule de charge Q, référentiel terrestre supposé galiléen, bilan des forces extérieures appliquées, il y a la force magnétique. Le poids est très négligeable devant cette force magnétique. L'intensité, quoi. Donc, d'après le théorème du centre d'inertie, on a Fm égale à ma. Attention, ce M là, c'est un indice, il ne faut pas confondre avec ce M. Donc, on a donc QV vectoriel B est égal à ma. Et donc là, on peut trouver le vecteur accélération. Donc, le vecteur accélération A sera égal à Q sur M V vectoriel B. Donc, c'est ça le vecteur accélération. C'est ça le vecteur accélération du mouvement. Alors,
Donc le vecteur accélération A est orthogonal à V. Le vecteur accélération A aussi est orthogonal à B. Donc cela veut dire que A est orthogonal au plan défini ou bien formé par V et B. Donc A est orthogonal au plan formé par B et V. Maintenant, revenons sur le schéma. Plan formé par B et V. Plan formé par B et V. Maintenant, revenons un peu sur la figure. Alors ici, on voit que B est porté par K avec la vitesse V et suivant I. Alors, le plan BV, c'est le plan IK. Et le plan IK, c'est un plan qui est horizontal. Voilà. Donc, et le plan perpendiculaire au plan horizontal, c'est le plan vertical. Donc ici, A est orthogonal au plan formé par B et V. Cela veut dire tout simplement que le mouvement est plan. Et s'effectue dans le plan. OX, OY. Puisque c'est le plan vertical qui est là, qui est perpendiculaire au plan formé par B et I, qui est un plan horizontal. Voilà. Alors, on a donc montré que le mouvement est plan. Maintenant, on va essayer de montrer. On va montrer que le mouvement est uniforme. Donc, petit b, montrons que le mouvement est uniforme. Pour cela, il faut qu'on montre que la vitesse est constante. Alors, dans ce cas, on va utiliser le repère de Freinet. Pourquoi? Parce que le mouvement est plan. Alors, le mouvement étant plan, donc on peut utiliser le repère de Freinet. Alors, dans ce repère, le vecteur accélération a pour expression ANN plus AT, T, composante normale et composante tangentielle. Or, on a dit tout à l'heure que le vecteur accélération était orthogonal à V. Donc, ce qui implique que A scalaire V est égal à 0. Donc, ce qui implique que d de V sur d de T est égal à 0, puisque d de V sur d de T, c'est la même chose que l'accélération tangentielle. Oui, je vais commencer par ça si vous voulez même. Donc, ça veut dire que l'accélération tangentielle est nulle. Donc, d de V sur d de T est égal à 0 et par conséquent, la vitesse est constante. Et comme la vitesse est constante, donc le mouvement est bien uniforme. Le mouvement est uniforme puisque la vitesse est une constante. Alors, après avoir montré que le mouvement était uniforme, maintenant petit c, montrons que le mouvement est circulaire. Et pour cela, on part de l'expression de l'accélération. Puisque AT est égal à 0, donc cela veut dire que l'accélération ne se résume qu'à l'accélération normale. L'accélération A est égale à Q sur M VB.
L'accélération normale, c'est v carré sur rho. Donc ici, rho est égal à quoi? mv sur qb. Et ceci est égal à une constante. Parce que mqb et v est une constante. Donc, ici, rho est une constante. Donc, le mouvement est circulaire et de rayon R. Donc, R est le rayon du cercle décrit par la particule à l'intérieur du champ magnétique. Alors, donc, le mouvement ici est circulaire et de rayon R. Alors, donc, ici, donc, le mouvement est circulaire. Le mouvement est circulaire et a pour rayon R. Le mouvement est donc circulaire et de rayon R égale mv sur qb. Je répète encore, si la charge Q était négative, on allait prendre la valeur absolue de Q. Alors, en conclusion, puisque le mouvement est plan, le mouvement est uniforme et le mouvement est circulaire, donc nous allons dire que une particule de charge Q qui pénètre dans un espace où règne un champ magnétique B, tel que le vecteur B est orthogonal à V, effectue un mouvement circulaire uniforme de rayon R égale mv sur valeur absolue de QB. Attention, ici j'ai mis la valeur absolue parce que je ne connais pas le signe de la charge Q, parce que je suis dans le cadre général au niveau de la conclusion. Alors, le mouvement étant circulaire, donc ici on va donner l'expression de la période T et de la fréquence N du mouvement circulaire. Donc, commençons par la période T. Donc, pour un mouvement circulaire, la période correspond au temps pour effectuer un tour complet. Donc, on sait que la vitesse est définie comme étant la distance sur le temps mis, delta t. Et pour effectuer un tour, la distance correspond à quoi? Au périmètre du cercle qui est égal à 2pi r. Et le delta t, c'est ça qu'on appelle la période temps pour effectuer un tour. Donc ici, on tire directement, t est égal à 2pi r sur v. En remplaçant l'expression de r par sa valeur, on va trouver t égale 2pi sur v multiplié par r. R est égal à mv sur valeur absolue de q b. En simplifiant par v ici, on a l'expression de t. Donc, on a t donc qui sera égal à quoi? 2pi m sur valeur absolue de q multiplié par b. C'est ça l'expression de la période. Alors, la fréquence maintenant, c'est l'inverse de la période, hein? Ou bien nombre de tours par seconde. Donc, la fréquence n. Donc, n est égal à quoi? Égal à 1 sur t. Ceci est égal à la valeur absolue de q, b, divisé par 2pi multiplié par m. Voilà l'expression de la fréquence. Alors, on a vu que le mouvement de la particule était circulaire uniforme. Donc, la trajectoire est un arc de cercle ici. Pourquoi? Parce que la particule va être déviée vers le bas sous l'effet de la force F. Donc, c'est cette déviation-là qu'on appelle déflexion magnétique. Alors, la déflexion magnétique, c'est quoi?
c'est la déflexion magnétique et la déviation que subit la particule en traversant l'espace-champ magnétique. Alors, ici on a un tube cathodique CRT, là, où le filament chauffé ici va créer des électrons. Ces électrons-là vont continuer ici en ligne droite, en mouvement rectiligne. Donc, ils vont frapper un éclairant fluorescent. Là, c'est le point d'impact des électrons qui sont animés de mouvement rectiligne à l'absence de champ magnétique, bien sûr. Donc, le vecteur vitesse des électrons est comme ça, rectiligne. Maintenant, lorsqu'on place deuxièmement ici, bon, tube CRT, c'est ray cathode tube, hein, c'est un nom anglais, quoi. Donc, lorsqu'on place deuxièmement ici un pôle nord et là un pôle sud, donc ces aimants-là vont créer un champ magnétique dont les lignes de champ sont comme ça. Ces lignes de champ-là sont perpendiculaires au vecteur V. Et on a vu que lorsque le champ magnétique B est orthogonal à V, donc ici, il va y avoir force magnétique, force de Lorentz, qui va faire fléchir la trajectoire des électrons à la traversée du champ. Donc, les électrons vont impacter l'écran ici. Et c'est cette déviation-là qu'on appelle la déflexion. Alors, on va voir ça tout de suite en vidéo, beaucoup plus détaillé. Là, c'est un tube cathodique CRT. Là, c'est une tache luminescente. Là, c'est le faisceau parallèle d'électrons. Ça frappe l'écran fluorescent. Là, c'est deux pôles d'aimant qui va créer un champ magnétique qui va faire fléchir. Regardez bien le champ magnétique qui va faire fléchir. Voilà. Donc, la particule est déviée vers le bas. En CRT, les aimants produisent un champ magnétique. Et voilà en quelque sorte ce que nous allons avoir. Là, c'est le centre de courbure ici. Là, c'est l'écran qui est placé ici. Ça, c'est l'écran. Donc, les électrons devaient continuer en ligne droite ici. Mais lorsque le champ magnétique fait flash, la force magnétique, bien sûr, le champ magnétique fait fléchir les électrons ici, les électrons donc vont être récupérés. Bon, c'est ça le nouveau point d'impact ici. Et c'est cette distance-là qu'on appelle la déviation ou déflexion magnétique. Alors, si la largeur du champ est appelée L et I, point d'intersection entre la tangente à cet arc de cercle et la direction initiale de la particule. Ça, I, c'est le prolongement de la tangente ici, qui va couper la direction initiale. Et on va placer un écran E. L'écran E a une distance D du point I. Donc, l'écran est placé à une distance D de I. Voilà. Alors, on appelle le point d'intersection entre la direction horizontale et l'écran. On appelle ça H. Donc, c'est cette déviation angulaire maintenant qu'on appelle. Cette déviation angulaire, c'est ça aussi qu'on appelle déflexion aussi. Donc, les deux angles sont égaux d'après la propriété des droites perpendiculaires. Pour trouver l'expression de Y maintenant, on va utiliser les deux triangles. Alors, pourquoi je trace cette tangente-là? Parce qu'à la sortie du champ, la particule va continuer en mouvement rectiligne uniforme conformément au principe d'inertie. Parce qu'à la sortie du champ, la particule n'est soumise à aucune force. Donc, elle va continuer en mouvement rectiligne uniforme, selon le principe de l'inertie.
Et là, on a deux configurations de triangle. IHM, le point d'impact, si vous voulez, qui est un triangle en H. Et le triangle, ce point, je peux l'appeler un point P. Le point P, K, et c'est un triangle aussi rectangle en K. P, c'est le point de sortie de la particule du champ. Alors ici, la tangente de l'angle alpha est égale, en considérant un triangle IHM, est égal à Y divisé par côté adjacent, CD. Et le sinus de l'angle alpha, je considère le triangle PKC, c'est égal à côté opposé, c'est L, divisé par hypoténuse, c'est R. C'est le rayon de courbure de la trajectoire. Ça, c'est le rayon de courbure de la trajectoire R. Et de l'autre côté aussi, on a R, le rayon de courbure de la trajectoire. Voilà. C'est un arc de cercle. Donc, alors, toujours dans l'expression, donc approximation, bon, L est largement inférieure à D. Donc, d'après l'approximation des angles faibles, donc la tangente de l'angle alpha est sensiblement égale à la sinus de alpha, qui est même égal à alpha. Hein. Donc, dans ce cas, Y sur D est égal à L sur R. Et là, on tire Y. Donc, Y est égal D multiplié par L divisé par R. Et en remplaçant R par sa valeur, on trouve DL, voilà l'absolu de Q, fois M, excusez-moi, multiplié par B divisé par M, V. Et c'est ça la déflexion magnétique, Y. Merci. Pour benn information bañ leen rëcc ci ngaay abonné leen suñu chaîne YouTube NTV Sénégal bañ a fàtte activer cloche bi pour mën a jot notification yi.